Oui, je crois que le rapport qui nous est présenté aujourd'hui est un rapport extrêmement important, et plus important d'ailleurs que son titre ne le laisse sous-entendre. Je crois que ce n'est pas simplement un rapport d'étape qui interviendrait au titre de l'évaluation annuelle qui était d'ailleurs prévue lorsque nous avons adopté le rapport initial. On savait le rapport initial perfectible et finalement aujourd'hui il nous est proposé de l'améliorer encore en tirant les conséquences entre guillemets des faiblesses constatées dans le rapport initial et donc d'apporter un soutien complémentaire aux communes et aux EPCI et d'étendre le périmètre des aides accordées s'agissant des particuliers. Je vous le disais, je crois que c'est un rapport extrêmement important dans la mesure où il contient beaucoup de marqueurs du mouvement national. La lutte contre la spéculation foncière et la dépossession, l'accession à la propriété, et nous l'avons dit notamment pour les jeunes insulaires, l'aide à ceux qui en ont le plus besoin, et notamment à travers l'offre de logements sociaux locatifs, et enfin la revitalisation de l'intérieur et les cartes qui sont contenues dans le rapport démontrent l'efficacité du dispositif, tant en ce qui concerne les opérations communales que les opérations primo-accédants. Hier, notre collègue Romain Colonne, lorsque nous avons évoqué le rapport sur la PPE, a parlé de projet de société et je crois que c'est un rapport qui s'inscrit pleinement dans le projet de société que porte notre majorité. Alors, au travers des données qui sont contenues dans le rapport, nous constatons avec satisfaction que les dispositifs prévus ont suscité de l'intérêt, et notamment de la part des communes et des intercos. En témoigne, vous l'avez dit, Monsieur le Président, la consommation des crédits, et ce, malgré une année extrêmement particulière pour l'année passée, nous le savons tous. Nous constatons également que le dispositif initial relatif à la primo-accession a suscité de l'intérêt, mais s'est heurté à certaines difficultés, vous l'avez dit également. Des difficultés d'ailleurs que nous avions abordées lors du vote du rapport initial et dans cet hémicycle et dans les différentes commissions et auxquelles aujourd'hui il nous est proposé de remédier. Donc en minorant par exemple la surface, en étendant la strate d'éligibilité des personnes seules, en supprimant le plancher minimum, en modifiant le barème du plafond de ressources avec l'intégration des personnes en situation de handicap. Ce qui nous permet aujourd'hui d'élargir le public ciblé et finalement de prendre en compte surtout la réalité des situations. Alors peut-être que d'aucuns jugeront le dispositif encore trop restrictif, mais vous l'avez rappelé également, Monsieur le Président, l'enveloppe dédiée a été revue à la hausse et peut-être qu'elle pourrait l'être davantage, bien entendu en fonction de la situation budgétaire de notre collectivité. Alors ce rapport, il contient des mesures incitatives intéressantes à destination des communes et des EPCI, et notamment la majoration si la collectivité dispose d'un PLU définitif compatible avec le PADUC. Alors c'est intéressant, même si l'on connaît les difficultés des communes dans l'élaboration des documents d'urbanisme et surtout les difficultés des communes d'être dotées d'un document d'urbanisme définitif. Mais c'est une mesure qui reste extrêmement intéressante. Et dans le chapitre relatif à la primo-accession, il y a un dispositif qui, de la part de notre groupe, a retenu l'attention de notre groupe. C'est la prise en compte d'opérations situées dans des lotissements, donc des opérations portées par des opérateurs privés, sous réserve, vous l'avez expliqué, Monsieur le Président, de la signature d'un cahier des charges entre la commune concernée, avec la commune concernée et notre collectivité, décrivant le respect par le promoteur de conditions spécifiques d'attribution en matière notamment de règles de primo-accession à la propriété, d'intégration architecturale, paysagère ou de développement durable. Ce dispositif, il rappelle fortement ce qu'on appelle, ce qui s'appelle les chartes promoteurs ou les chartes de la construction. Je vous le disais, ça a retenu particulièrement notre attention parce que nous l'appelons ce dispositif de nos voeux ici au niveau communal à Ajaccio. Ce sont des dispositifs, je pense que nos collègues le savent, qui ont pour objectif de lutter contre l'explosion des prix des logements neufs, de maîtriser le peuplement des villes, étant précisé que ce sont des chartes qui ont vocation à être très larges. On peut imposer des prix de vente réduits, on peut insérer des clauses antispéculatives à la revente, on peut prévoir des exigences en matière de commercialisation de logements, prévoir des exigences supérieures à la réglementation officielle sur le nombre de logements sociaux, c'est important, et prévoir par exemple des exigences supérieures aux normes applicables en matière environnementale. Donc je crois que c'est un dispositif qui est extrêmement important parce qu'il est finalement un moyen d'inciter les communes
à conclure ce type de charte de promoteur ou de charte de la construction. Et finalement, c'est un moyen de décliner dans les différents territoires notre politique en matière d'urbanisme, en matière énergétique, en matière d'aménagement du territoire ou encore en matière environnementale, qui viendrait s'ajouter aux marqueurs dont je parlais à l'entame de mon introduction. Mais en tout état de cause, les modifications qui nous sont proposées en l'état auront vocation d'ores et déjà à rendre le dispositif plus efficient et plus adapté à nos réalités et sociales et territoriales. Et je crois que nous pouvons, bien sûr humblement, nous en féliciter et en être fiers.